Parfait. Bonjour à tous. Je pense qu'il y en a qui ne me connaissent pas dans la salle. Bon, je crois qu'à peu près tout le monde me connaît. Donc, je sévis dans l'AS400. Moi, j'ai le droit de le dire. Depuis 1990, ça ne me rajeunit pas. Et bon, vous avez tous mes livres dans vos bibliothèques. C'est forcément, sinon je me vexe. Voilà. Eh bien, c'est collector maintenant. On ne peut plus les acheter. Ils sont épuisés depuis longtemps. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce qui est un peu compliqué pour l'UVMI. Et puis la sécurité, entre autres. Hein, voilà. Et puis, j'en ai eu certains d'entre vous entre mes mains pour les formations. J'ai animé plusieurs milliers de formations, notamment en IBM, donc depuis 1990, à raison de 150 jours par an. Vous imaginez que ça fait quand même pas mal. Alors, je suis assez fier de dire que je suis prix Nobel IBMI. La prix Nobel, c'est la plus haute distinction qu'on peut avoir. Et la plus haute distinction qu'on peut avoir quand on fait du IBM, c'est d'être reconnu par IBM comme IBM champion. J'ai bien fait. J'en suis. Ah, voilà. Et j'ai le droit de porter cette magnifique veste bleue. Je sais que ça vous rend jaloux. Mais si vous voulez la même, il faut être IBM champion. C'est la pas dans la salle. Pardon. Et bien la veste bleue, mais pas la même. Celle-là, elle est saillante. Elle est saillante alors que l'autre, bon, enfin, voilà, très bien. Donc, voilà pour ce que je suis très rapidement. J'ai créé il y a 2 ans maintenant la société iGetIt. Alors, c'est l'humour pour quelqu'un qui fait de la formation iGetIt, hein, c'est pas de la mégalomanie, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Le I pour l'IBMI et puis le iGetIt pour dire je comprends quand on fait de la formation. Ça me paraissait avoir du sens. Et surtout de l'humour. French humour, comme ils disaient ce matin les Anglais, c'est ça non, French humor. Et iGetIt est spécialisé dans la sécurité. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais vous le savez maintenant. Et on édite 2 logiciels, dont Struct, dont on va parler aujourd'hui, et puis Adit, qui permet d'avoir un SSO utilisable en production avec l'Active Directory. Il y a les fonctions de base, je les ai déjà présentées à l'université IBMI il y a pas mal de temps. Mais IBM nous a livré une solution qui est géniale, qui marche super bien. Donc le SSO avec l'Active Directory, c'est-à-dire plus de mots de passe des utilisateurs, on va dire des utilisateurs métiers dans l'IBMI. On enlève le mot de passe. Et le mot de passe est uniquement celui de l'Active Directory. Ça marche super bien. Sauf que la couche, on met tout ça en production après. C'est un peu difficile. Il y a 15 clics de souris par utilisateur. Donc, il y en a ici qui doivent avoir quelques milliers d'utilisateurs. Vous imaginez ce que ça fait au bout du coup. Donc, au début, je bricolais des choses pour fournir à mes clients, parce que j'ai dû en déployer plus de 300 SSO sur des partitions IBMI. Puis au bout d'un moment, on m'a dit, ben non, un logiciel bricolé, c'est pas bon, fais-nous un vrai logiciel. Et alors, on est très fiers parce que au sein d'iGetIt, on est reconnu comme des projets innovants de France 2030. C'est-à-dire qu'à côté de nous, dans les nominés, il y a une société qui envoie des satellites dans l'espace, il y a une société qui fait des batteries du futur pour les voitures, et puis il y a une boîte qui fait, je vais dire de la S400, hein, j'utilise le terme péjoratif, exprès au milieu. Et donc je suis très fier de ça. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire qu'on a récupéré un peu de sous, passage, à la fois de la BPI et à la fois de France 2030. Bien, alors, juste une petite parenthèse. Chaque année, on fait une série de conférences pendant 1 jour et demi sur la sécurité IBM. Donc, cette année, on a refusé du monde. Donc, l'année prochaine, on prend une structure encore plus grande. On fait ça, a priori, à Montpellier, chez IBM Montpellier, et sur la plage de la Grande Motte pour les soirées bucoliques. Et là, ça sera le mardi 16 septembre et le mercredi 17 septembre. Voilà. Et normalement, à Montpellier. Donc, bien sûr, vous notez ça dans vos agendas. Et j'espère bien vous retrouver à ce moment-là.
Il y a tous les gens qui font de la sécurité. Donc cette année, c'était en français. Donc il y avait Guy Marmera, il y avait Nathanaël Bonnet, entre autres. Donc il y avait des gens d'IBM aussi, le responsable de la sécurité dans les labs IBM qui étaient venus. Et j'espère avoir des bons orateurs pour l'année prochaine. Voilà. Alors, les enjeux de la sécurité sur IBMI. Non, oui, aussi. Donc, vous savez tous comme moi que très souvent, je dis très souvent, c'est pour pas dire toujours, la sécurité des IBMI, eh bien, elle a été bâtie dans les années 90, à une époque où il y avait peu ou pas de réseau, et quand on parlait de réseau, c'était des fois du BCNA. Le seul moyen de rentrer dans l'IBMI, c'était souvent l'écran vert. Et ce niveau de sécurité est resté, et on le retrouve encore aujourd'hui, y compris dans des métiers qui semblent pourtant critiques, y compris pour des banques, y compris pour des assurances, y compris pour des sociétés qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai audité plusieurs centaines de partitions. Mes statistiques, 80% des partitions ont un niveau de sécurité nul. C'est-à-dire que s'il fallait les noter, ça serait 0,2. Alors, vous savez comment ça marche en sécurité. On prend l'indice le plus bas. Donc, il suffit qu'il y ait un point sur lequel vous avez un 0, et puis vous avez un 0 global. Un 0, c'est quoi? Un mot de passe identique au profil, par exemple. C'est un niveau de sécurité assez faible, de 20. Si, on en trouve. C'est la base de données que j'appelle un open bar. Par exemple, avec les droits publics et follow, ça veut dire que vous venez, vous vous servez, il n'y a aucune restriction. Ça veut dire des profils MCM sur NetServer. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir un profil IBMI pour pouvoir venir vous servir dans l'IFS. J'en passe et des meilleurs. Donc, on se retrouve avec des partitions IBMI, comme je le disais, totalement non sécurisées. Le problème, c'est qu'ils sont souvent au cœur du système d'information. Chez vous, il y a combien de pourcents du chiffre d'affaires qui passe par l'IBMI? On va dire le contraire. Combien il y a de pourcents de chiffre d'affaires qui ne passe pas par l'IBMI? Souvent, c'est 0. Et pourtant, vous faites des milliards. Alors, des fois, on sécurise le réseau, les PC, etc. On met ce qu'on appelle un SIEM, hein, c'est un logiciel. Vous connaissez peut-être le SIEM maison, hein, qui s'appelle Curala. Mais vous avez peut-être entendu parler de Splunk, de Sentinel, Microsoft Sentinel, qui est de plus en plus utilisé, très utilisé. Mais tous ces logiciels ignorent l'IBMI. Au pire, on a des petits plugins pour connecter l'IBMI à Curadar, mais Curadar, il ne sait pas quoi faire des données après qu'il arrive. En gros, c'est ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on a une machine clé dont dépend tout le business de l'entreprise et dont le niveau de sécurité est catastrophique et qu'on ne surveille pas du tout pour prendre la sécurité. Pareil au niveau de la traçabilité. C'est important d'avoir une traçabilité, alors on va dire de type, hein, à la fois sur les événements qui se sont produits et à la fois sur les données. Qui c'est qui a modifié le RIB? Je l'entends souvent, ça, quand je vais chez les clients. Ah ouais, mais là, qui c'est qui a modifié ça? C'était pas comme ça. Ben ouais. Mais est-ce que vous avez des traces? Non, pas de traçabilité, vous ne savez pas. Et pourtant, la traçabilité est une notion importante, essentielle des nouvelles normes. Alors, il y a par exemple l'ISE, où la traçabilité est sous-entendue. Il y a DORA, donc si vous êtes organisme bancaire ou financier, disons, vous devez être sensible à DORA. Donc c'est la même chose. Hein. Vous devez détecter les incidents, les gérer, les notifier. Et comment les notifier si vous n'avez pas de traçabilité? On a aspiré votre fichier client, patient, ou je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas capable de dire qui, quand.
Alors, quand vous allez aller voir l'ANSSI ou la CNIL, hein, selon si c'est du RGPD, du DORA ou du je ne sais quoi, vous allez être bien. Alors que DORA, par exemple, impose une stratégie de résilience opérationnelle pour le numérique. Parce que ça veut dire, mais c'est joli, hein, résilience opérationnelle numérique, mais c'est écrit comme ça. Enfin, vous comprenez l'idée. Résilience, on est capable de rebondir en cas de problème, notamment d'attaque, hein, par exemple, dans le monde numérique. Opérationnel, il faut que ce soit vraiment, vraiment utilisé. La traçabilité, j'en rencontre très rarement sur IBMI. Moi, j'en mets en place dans le cadre de mes audits. Et notamment, il y a des moyens simples, c'est d'avoir des sauvegardes pour tout ce qui est log, on va dire. Les récepteurs de journaux, les QHST, les spools. Enfin, aujourd'hui, on est capable de sauvegarder plein d'informations de traçabilité. C'est quasiment acheté. Qui en a en place de la traçabilité? Un bon élève. Parfaitement. Un et demi. Autre chose aussi qui concerne la traçabilité, mais très, très rapidement, je suis stupéfait du manque de, je vais dire, de gestion, de maîtrise, c'est le bon terme, hein, du manque de maîtrise des accès externes à l'IBM. Ce qu'on peut appeler via des comptes de service. Qui c'est qui fait du FTP, quand, qui c'est qui fait de l'ODBC, la nuit en automatique, à partir de quelle machine, etc. Alors pourquoi c'est important ça? C'est important parce que s'il y a accès externe, en général, il y a identifiant mot de passe dans la machine externe. Le plus souvent en clair. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un fichier texte où il y a identifiant mot de passe. Puis comme on ne veut pas être embêté, on met un profil qui a tous les droits. Quand ce n'est pas plus EcoFR, c'est l'équivalent. Et ça, c'est hyper important pour moi de le maîtriser. Parce que le jour où vous voulez changer le mot de passe de ce profil, parce qu'il est compromis, parce qu'il y a une personne qui est partie, parce que vous avez changé de stratégie, comment vous faites si vous ne connaissez pas tous les endroits où ce mot de passe, sous-entendu ce profil, est défini? Donc ça aussi, pour moi, ça fait partie de la traçabilité, de savoir qui se connecte et pourquoi faire. Alors, IBMI nous offre tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il est très bavard. Si on veut mettre en place de la traçabilité, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que ce n'est pas toujours simple à retrouver, c'est-à-dire qu'il y a un log, mais il est où? Est-ce que c'est un QP job log? C'est pas un QP job log? Il est tourné sur quel profil? Où est-ce que je vais retrouver le spool? Dans quel récepteur de journal je vais trouver d'infos, etc. C'est pas toujours très simple. C'est pas toujours simple à lire. Je parlais des récepteurs de journaux. Il y a le journal d'audit. Il y a des infos qui sont visibles et puis il y a des infos qui ne sont pas visibles. Alors, il faut les décortiquer. Et quand on regarde ça une fois de temps en temps, une fois par an, qu'on veut aller dans le détail pour retrouver la IP d'une machine qui a effectué une opération, ben, ce n'est pas simple parce que c'est dans un paquet encodé. On n'arrive pas à comprendre les informations. Et puis la traçabilité n'est pas toujours simple à configurer. Donc tout ça, ça fait que je retrouve de la traçabilité quand on a des QPD ou des Linux, vous savez, des logiciels qui font de la réplication, parce que ces logiciels s'appuient sur des récepteurs de journaux et sur l'audit système. Donc on a au moins de l'audit système qui est mis en place. Donc quand je vois qu'il y a un QuickEDD ou un Mimix qui traîne encore, ou qui a traîné, parce qu'en général, il suffit que ça ait traîné une fois pour qu'on hérite encore de cette configuration, on ne l'a pas changé. Dans ces cas-là, on a des récepteurs de journaux, et donc on a un peu de croustillant, je dirais, en termes de traçabilité et de sécurité. Voilà. Quand eux, ce n'est pas systématiquement détruit, on a la possibilité de détruire le récepteur de journal dès qu'il n'est plus utile. Auquel cas, ben, on n'a pas de traçabilité.
Il faut que vous compreniez que la traçabilité, c'est quelque chose de très important. Alors, depuis 25 ans, 30 ans, que je fais des audits de sécurité, je rêvais d'avoir des fonctionnalités. IBM en a créé quelques-unes, mais pas assez. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me les créer tout seul. Et c'est là qu'est donc apparu Strict, S pour Security, TR pour Trace, le petit, vous le connaissez vraiment, je n'en dis pas plus. Donc, l'idée, c'était de répondre à un de mes fantasmes. Bon, un avouable. Et c'est donc un logiciel dédié à la sécurisation et à la traçabilité. Donc, qui sont en lien avec cette sécurité, cette traçabilité. Chaque événement est ensuite évalué grâce à ce qu'on appelle un système expert, et on va lui attribuer une valeur de risque comprise entre 0 et 99. On verra tout à l'heure un peu d'algo très rapidement, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais l'idée, c'est que nous, dans l'IBMI, on sait ce que c'est que cet événement. Et donc, on est, nous, capables de dire c'est dangereux ou c'est pas dangereux. C'est pas au logiciel éventuellement qui est au bout, si on envoie tout dans un SIEM ou un SOC, c'est pas à eux de le faire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'IBMI. Vous avez une société qui gère votre sécurité, ce qu'on appelle un SOC de manière générale. Vous envoyez des événements d'IBMI, il ne sait pas ce que c'est. Il cherche l'identifiant du job, qui est souvent un nombre comme ça, mais nous, non. C'est 3 infos, le job. Donc, rien que là, déjà, ils sont perdus. J'exagère à peine. Mes 2 plus gros clients, ils ont acheté un SOC dans une des plus grosses entreprises qui gèrent la sécurité externe, et les IBMI sont exclus. Il y a une boîte, il y a quand même 150 000 collaborateurs. Bien. Donc, l'idée, c'est de dire, quand on passe les infos au SOC, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, on a mis une évaluation du risque, et puis on met un IBD pour dire pourquoi il y a un risque qui est aussi élevé. Hein, on justifie, en fait, notre algorithme, en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, on transmet les données à ce qu'on appelle un dispatcher. Très souvent, on me dit « Ah ouais, mais les récepteurs de journaux, ça prend beaucoup de place. Je suis à 85%, donc je ne veux pas que vous me rajoutiez de l'info dans l'IBMI. » Donc, notre idée, c'était de dire « Bien, on va tout externaliser dans une machine dédiée. » On appelle ça un dispatcher, vous allez comprendre quoi après. Hein. On stocke tout sous format texte, ça prend très peu de place. Et on peut agréger des informations qui viennent de X IBMI. X est un nombre compris entre 1 et beaucoup. Vous allez comprendre. D'abord parce que c'est notre intérêt d'avoir plein d'IBMI, parce qu'on a vendu plein de licences. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et voilà, donc notre puits de données, il va les archiver dans un puits de données local, il va éventuellement déclencher des alertes, il va envoyer vers des SIEM externes si la société est équipée d'un curadar, d'un sentinelle ou je ne sais quoi, ou va les envoyer vers un SOC si jamais ils en sont. Donc, notre logiciel s'appuie sur des sondes, on a X dizaines de sondes, on en crée encore régulièrement, on manque pas d'idées. Et comme je vous ai dit, un IBMI nous permet de récupérer pas mal d'infos. Donc, on a pas mal de sondes et pas mal de sondes à créer encore. Donc, on a des mécaniques d'acquisition, bien sûr, qui dépendent de temps réel ou temps différé. Et on a notre système expert qui, pour chaque événement, va envoyer un niveau de risque. OK ? Tout ça, c'est pur IBMI, c'est 100% IBMI. Avec une charge qui n'est pas très importante. Une charge supplémentaire qui est énorme. Donc,
On communique avec un dispatcher. Donc, nous, on n'a fait que des web services. Hein. On a fait un produit moderne avec des technos modernes. Donc, on a essayé chaque fois que c'était possible d'utiliser des fonctionnalités au goût du jour. Ce dispatcher, classiquement, c'est une machine Windows, un VMware. Le plus simple, hein, quand vous avez un VMware, on vous donne une VM, vous la mettez dans le VMware, 10 minutes après, c'est installé, c'est réglé. Il y a juste une bibliothèque à restaurer ici, côté IBMI. On configure et c'est fini. Alors, on en fait sous Windows. Là, on nous en a demandé sous Windows. Et on est en train de réfléchir à une appliance sur les 10-12. Vous savez, c'est les derniers Power qui sont sortis, qui sont petits. Mais bien sûr, puissants, puisque c'est des Power 10. Il y a Linux dedans. Et quand on est un hébergeur, hein, un MSP, on va pouvoir gérer comme ça plusieurs dizaines d'IBMI, pourquoi pas, dans un seul dispatcher, hein, une seule machine virtuelle. Donc ça, c'est intéressant pour l'hébergeur ou pour les structures qui ont X partitions, un seul environnement pour gérer X partitions IBMI. Voilà, donc on a un puits de données avec une interface graphique. Alors ça, c'est intéressant parce que même si on a un lien avec les SIEM après, on a toujours dans la partie IBMI, enfin dans l'équipe IBMI, la possibilité d'accéder à ce puits de données avec l'interface graphique, voire de la traçabilité. Souvent, les équipes disent « ouais, mais ça part vers le SIEM ou vers le SOC qui est géré à l'étranger, etc. » Et nous, il n'y a pas accès. Nous, IBMI, on est un peu des lépreux, on n'a pas le droit de toucher à ça. Ben, grâce à ça, l'équipe IBMI continue à pouvoir gérer sa traçabilité et à comprendre ce qui s'est passé sur son IBMI. Même si, alors, on a envoyé des alertes ou on a envoyé les infos vers un SIEM ou vers un SOC. Okay, ce puits de données et cette interface graphique existent toujours. Voilà, donc on a voilà, un seul dispatcher, si on a un X partition IBMI, un seul dispatcher qui va gérer tout ça. Donc dans les SIEM, en ce moment, on nous demande beaucoup du Sentinel, Microsoft Sentinel. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas trop, maintenant c'est la mode. Il y a 2 ans, on nous parlait beaucoup de Curadar. Pour ceux qui ont suivi Curadar, comprenez pourquoi on en parle moins. IBM a cédé, revendu, on va dire une partie de Curadar à Palo Alto. Et d'autres SIEM du marché. On a la maîtrise complète hein, du process. Quand on nous présente un nouveau SIEM, on nous a parlé par exemple de Logarithm, si vous connaissez. Ben, nous, on a juste dans le livre dispatcher à réécrire par la méthode. Protocole syslog, protocole web service. On met les informations dans l'ordre et puis on peut communiquer assez simplement. Donc, on a des sondes classiques aujourd'hui. Moi, j'aime bien, il y a 3 sondes importantes. Les erreurs de mot de passe. Parce que pratiquement toute tentative de connexion dans l'IBMI va passer par une authentification. Que vous connectiez en ODBC, JDBC, que vous connectiez en FTP, en Telnet, il va falloir passer par une étape d'authentification. Donc, si vous avez un mauvais mot de passe, eh bien, vous allez vous faire rejeter, il y a une information qui va remonter. Les tentatives de violation d'accès, vous avez essayé d'accéder à l'objet auquel vous n'aviez pas le droit. Et puis moi, j'aime bien les connexions socket, les connexions bas niveau. Où là, on n'en est pas au niveau de l'authentification. On est vraiment à bas niveau. Mais il y a une application qui essaye de se connecter sur le port 89. Le port 89, il n'est pas démarré dans l'IBMI. Alors, si tu fais ça une fois, c'est pas grave. Si après 89, il fait 90, 91, 92, hein, notre système expert, il monte dans les pots. Et ça, c'est pas bien du tout.
Et ça, c'est que les connexions socket qui permettent de le voir, parce que c'est vraiment la connexion de bas niveau qui dit je veux me connecter sur le port 89, mais il n'est pas ouvert, donc ça ne marche pas. Et aujourd'hui, tout ça, vous l'ignorez en général. Vous n'en tenez pas compte. Et c'est essentiel. Il faut bien comprendre une chose. C'est que, comment se passent en gros les attaques aujourd'hui? Alors, c'est schématique, mais s'il y a quelqu'un qui en veut vraiment à votre réseau, il va arriver à prendre la possession d'une machine. Il y a tout un tas de manières, un clic qu'il ne fallait pas faire, un pare-feu qui n'a pas été mis à jour, enfin, il y a tout un tas de mécaniques qui font que l'attaquant va prendre la possession d'une machine. Et là, il ne va pas faire de bruit. Il va faire une découverte du réseau. Donc, à bas bruit, il va essayer de découvrir les machines qui sont sur le réseau. Et quand il a les adresses IP, il va essayer de se connecter sur le port 80, sur le port 89, pour voir quelles sont les applications qui sont derrière. Hein, normalement, derrière un port, il y a une application. Et derrière, ça fonctionne. Donc, il va y avoir des tentatives de connexion à bas bruit. Alors, ils vont faire un telnet, ils vont faire du SSH, beaucoup de SSH. Et si vous voyez que la même adresse IP, elle a fait du SSH, elle a essayé de se connecter en route, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Elle a essayé de faire du telnet, elle a fait un scan de port, hein, parce qu'à partir du moment où on essaie d'accéder à plusieurs ports, c'est ce qu'on appelle du scan de port. Là, il faut faire attention. Hein, si on a tout ça qui est condensé. Bien. Voilà, donc ça, c'est celles que j'aime bien. Et puis, j'aime bien les tentatives d'IDS. Il y a un IDS en IBMI. Il y en a qui l'ont mis en place. Bon. Alors, c'est simple, hein, c'est 3 clics de souris. Le seul problème, c'est qu'on est farci de faux positifs, en général. Il suffit qu'il y ait un serveur Windows qui vienne de temps en temps pour accéder à un dossier. Ben, l'IBMI va remonter un faux positif en disant lui, il y a des tentatives de connexion trop rapprochées, par exemple. Donc, au bout du compte, on se retrouve avec des milliers de faux positifs. Et quand on a un vrai positif, ben, on n'est pas capable de l'identifier. Et une des fonctions de notre produit, ben, c'est d'enlever les faux positifs. On verra tout à l'heure, si on a 2 secondes, je vous montrerai, c'est très simple dans notre logiciel pour enlever un faux positif. Enfin, une série de faux positifs. Parce qu'en général, c'est toujours la même machine, elle utilise toujours le même port de destination et c'est donc toujours le même type d'attaque qui est déterminé par l'IBMI. Donc il suffit de dire, chaque fois que ça se produit, ben, j'en tiens pas. Moi j'aime bien celle-là aussi de sonde, là, Legacy, qu'on appelle Legacy. C'est passer toutes les modifications sur une zone de la base de données, même si l'applicatif ne l'a pas prévu. Parce que, alors on peut dire, bon, la zone de l'IBAN ou du RIB, on peut la modifier au travers de l'applicatif et l'applicatif trace. Oui, mais si je fais un SQL directement, comme en général, les bases de données sont, comme je disais tout à l'heure, en open bar, on peut faire un SQL qui va directement modifier un IBAN ou un RIB. Et bien là, on va le tracer. Avec cette sonde, on va tracer toutes les modifications, même si c'est avec du DFU. De l'UPDDTA, vous devez connaître cette fameuse commande, ben, là, on va tracer. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. L'audit, je en parlais tout à l'heure, hein. Je ne sais plus parce que je répète des choses depuis ce matin. Donc, tous les mois, on va faire tourner la sonde d'audit qui va dire, ben, tiens, il y a 3 profils qui sont en origine qui n'étaient pas avant. Il y a 2 profils qui ont un mot de passe identique au profil. Il y a des valeurs système qui ne répondent pas aux bonnes pratiques. Alors, s'il y a des hébergeurs dans la salle, c'est intéressant parce qu'ils peuvent lancer ça sur les machines de leurs clients et puis dire à leurs clients, c'est pas bien ça.
Puis le mois prochain, on fera la même chose parce qu'ils ont été aidés. Alors, notre système expert, hein, je vous l'ai dit, il détermine le risque et il s'appuie notamment sur un pot de miel. L'idée, vous mettez dans la forêt un pot de miel et comme ça, il y a un gros ours qui va venir mettre ses pattes dedans. Ça revient à ça. J'ai mis une partition IBMI sur Internet avec 0 pare-feu. Elle prend tout dans la tête. Alors au début, je disais, on a 30 000 attaques par jour. Puis un jour, 50 000. Puis là, on est arrivé à 100 000. Alors, ça veut dire déjà que l'IBMI tient le coup. Ça veut dire que notre logiciel tient le coup, parce qu'il est capable d'encaisser 100 000 événements et il est capable de les gérer sans aucun problème. Bon, c'est ouvert, hein, s'il y en a qui veulent maintenant passer à 200 000, 300 000. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait une énorme base de connaissances. Que toutes ces attaques, nous, on s'en nourrit. Et on apprend plein de choses. Et ces plein de choses, on les met dans notre système expert, dans le moteur de notre système expert. Alors, très rapidement, la configuration chez nous se fait tout en graphique. Donc, on a même sécurisé notre produit. Bien. Donc voilà par exemple des sondes. Juste pour vous montrer. Voilà, excusez-moi. Je vous ai dit, alors la sonde IM pour nous c'est l'IDS, c'est la tentative d'intrusion, intrusion monitoring. Je vous ai dit, il y a plein de faux positifs. Comment je fais pour les enlever, ces faux positifs? Bien, je vais ici. Je fais une version anglaise parce que ce matin, j'ai fait des démos en anglais, vous m'excusez. Là, je lui dis, ben, tiens, montre-moi depuis ce matin, on va dire, hein, depuis ce matin, tous les événements qu'il y a eu. Et je vais dire, ah, ben celui-là, c'est un faux positif. Autrement dit, c'est quelque chose que l'IDS a détecté comme étant une attaque, alors que c'est tout à fait normal. Donc, je vais le désactiver. Je vais dire tout ce qui provient de l'adresse 226.2, avec un port ou pas de port, et tout ce qui est scan, ou tous les événements, peu importe. Hein. Là, c'était reconnu comme un scan de port. Hein. Donc, ce matin, lui, il nous a pas mal embêtés. Non, ça c'était le 2, non. Il y a eu ce matin qu'une seule attaque. Lui, il en a fait 3. Lui, il en a fait 3. Hein. Alors attention, ça c'est c'est ce qu'a reconnu l'IDS. Derrière, il peut y avoir 10, 20, 50 événements. Hein, c'est-à-dire que le scan de port, c'est pas un port. Le scan de port, c'est, il a fait le 80, le 89, puis au bout d'un moment, l'IDS a dit, bon, ça suffit. Ça, c'est un scan de port, une tentative d'intrusion. Donc, ben là, je dis tout ce qui provient, non, ça marche pas. Tout ce qui provient de cette machine, de cette adresse, à destination de cette adresse, eh bien, je ne tiens pas compte. Et comme ça, on ne va pas être noyé. Dans notre pull log, on ne va pas être noyé à ces événements. Je vais l'enlever parce que c'est quand même mon pull donné il y a quelques jours. Donc, toute la config est faite comme ça. Ne cherchez pas un écran vert, il n'y en a pas. C'est ce que je sais qu'il y a des fanats de l'écran vert. Donc, c'est pour vous montrer la configuration. Je passe rapidement dessus. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir tous les écrans, mais vous avez compris la philosophie.
Alors, il y avait une autre diapo. Oui, voilà. Le dispatcher, vous avez bien compris, c'est lui qui réceptionne les données. Hein. C'est un serveur, un ensemble de serveurs de web service. Il récupère les données. C'est du format JSON pour ceux que ça intéresse. On décortique tout ça et on prend chaque événement et puis on regarde un certain nombre de choses. Notamment le niveau de risque qui a été défini par notre système expert. Et en fonction du niveau de risque, il va faire des choses. Il va déclencher des alertes, il va envoyer des infos vers un SIEM externe, etc. Et puis, dans tous les cas, il va enregistrer dans notre flux de log local. Alors, on va regarder notre flux de log. Et je l'ai ici. Voilà. À la page d'accueil. On a réinitialisé les compteurs au mois de mai. Je vous ai dit que ça faisait 2 ans et demi que notre flux de données était sur Internet. On l'a réinitialisé au mois de mai parce qu'on traînait 10 millions d'enregistrements. Et depuis le mois de mai, on est à 10 millions, par exemple, 650 000, juste violation de mot de passe. Vous voyez qu'il en prend quand même plein la tête. Alors, il y a eu une période calme, là. On a changé d'adresse IP. En fait, on a changé de provider. Et donc, on a eu une autre adresse IP, publique, hein, officielle. Et vous voyez qu'ils ont mis une paire de semaines à s'en remettre. Hein. Puis après, assez vite, ils ont commencé à nous réattaquer et à comprendre qu'il y avait une adresse avec laquelle ils pouvaient jouer. Là, par exemple, on a eu 27 000 tentatives. Alors là, je suis en violation de mot de passe le 1er novembre. Je vais faire arriver, il y en a qui se sont occupés. Voilà tous ces événements. Alors, ça c'est le portail d'entrée. Hein. On a ici les partitions, si vous avez plusieurs partitions. Tout est configurable. Moi, j'ai mis les 3 sondes qui me paraissent les plus importantes. Les problèmes de mot de passe, les tentatives d'intrusion, donc définies par l'IDS, et puis les accès, les tentatives d'accès à des objets non autorisés. Alors après, donc des tableaux de bord, on en a fait beaucoup, puis je répète, c'est assez simple avec Grafana d'en faire d'autres. Mais voilà quelques extraits, par exemple. Dans tout ce qui est problème de violation de mot de passe, donc sur les 2 600 000 qu'on avait vu tout à l'heure, il y en avait 1 622 000 avec route. C'est-à-dire le profil route a été utilisé pour essayer de rentrer dans l'IBM. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, si vous avez des profils qui sont là, il faut les enlever. Il faut les remplacer par autre chose. Il ne faut pas un profil admin dans l'IBMI. C'est s'ouvrir à beaucoup d'attaques. Pas de profil route dans l'IBMI. J'en trouve pas de profil user. Là, il commence à y en avoir. Guest. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un partage de fichiers Windows. Vous savez qu'il y a un compte invité. Le compte invité, c'était Guest. J'ose pas vous dire le mot de passe. Si je vous dis en 5 lettres. Ouais, guest. Donc, alors c'est intéressant aussi, on a en dessous. Ouais, alors là, tiens, c'est pour FTP. Les comptes utilisés en FTP. En FTP, on peut récupérer le mot de passe. Alors, je le fais parce que c'est sur Internet, je le fais pas. On le désactive comme c'est la machine à client.
va récupérer son mot de passe. Mais sur Internet, c'est intéressant, parce que ça nous apporte de l'info. Hein. Mais quand on a un mot de passe qui est Anonymous, s'il y a un problème de violation de mot de passe, si le profil c'est root, si le mot de passe c'est Anonymous, vous voyez, là on est à 99, c'est-à-dire au maximum de la valeur possible pour notre niveau de risque. Voilà. Donc ça vous explique, vous voyez, pourquoi je me bats, pourquoi je vous embête, enfin, ceux qui viennent à les conférences, à chaque fois je vous embête avec les mots de passe identiques au profil. Ben, si on regarde les dernières connexions FTP, hein, il y avait Anonymous avec Anonymous, avec Anonymous arrobase. Bon, vous voyez? Non, c'est bon. Profil A. Mot de passe B. Non, ça c'est compliqué. Mot de passe A. Je ne sais pas, moi, mais à la limite, moi, je ne trouverai pas celui-là. Je ne ferai pas, je perdrai pas mon temps à essayer ça. Profil A, mot de passe A. À un moment, il y en a une paire qui file, là, qui sont en train de glisser sur la chaise. Non? Non, vous allez dire que moi, je tombe que sur des clients tordus, et que vous êtes un client bien organisé. Bon. Avec le mot de passe écrit. Pardon? Vous êtes déjà tombé sur des post-it avec le mot de passe écrit. Ah oui, je suis d'accord. Au mieux, c'est sous le clavier. Non, il faut l'écran. En fait, ça, c'est quand il y avait des écrans beiges. Avant, les écrans, ils étaient beiges. Et au crayon noir, on pouvait écrire le mot de passe. Je vous ai dit, hein, ça fait 25 ans que j'en fais des conneries. Alors, j'en ai vu à peu près de toutes les couleurs. Voilà. J'en ai plein de toutes sortes. Là, j'ai toutes les connexions avec les mots de passe identiques au profil. Admin. Alors, il y a des fois des subtilités. J'ai gardé le même, la casse. Hein. Donc, des fois, ils mettent un A majuscule. Subtilité. Anonymous, Apache, bloc, data. Hein. FTP. Je veux dire, bon. Et ça, c'est des vrais exemples qu'on extrait d'Internet. Tout ça, c'est extrait en temps réel. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment peut procéder notre système expert, notamment il se nourrit de tout ça. Par exemple, quelqu'un qui se trompe de mot de passe. Bon, c'est Ginette à la compta, se trompe de mot de passe, elle était partie en congé pendant un mois, elle revient, se trompe de mot de passe. C'est pas catastrophique, je veux dire, on ne va pas prévenir le SOC et appeler les pompiers. Par contre, si c'est le profil route qui essaye de se connecter avec le mot de passe route ou Anonymous ou autre, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un bip, quelque chose qui clignote et qui vous dise attention à l'aide. Et on l'a trouvé chez des gros clients, hein, lors de tentatives de connexion à bas bruit, c'est comme ça qu'on les remonte. Et ce n'est pas l'IBMI qu'on protège. Puisqu'ils ne sont pas rentrés dans l'IBMI, ils n'avaient pas le profil et le mot de passe correct. Mais par contre, ça nous permet de protéger tout le réseau. Le fait de savoir qu'il y a un poste au fin fond d'une filiale qui essaye de se connecter en route, mot de passe route, ça doit nous alerter et on doit protéger le réseau tout de suite. Le dernier client chez qui ça s'est passé, ils ont arrêté le réseau 4 semaines. Mais c'était bien, c'était avant qu'il y ait eu des pertes, des destructions, des exfiltrations importantes de données. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut prendre. C'est au moment où ils font des tentatives de connexion en bas bruit. Parce qu'ils n'ont pas encore fait trop de dégâts.
Voilà, alors, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, moi j'aime bien aussi, quand on a une idée d'un événement ou qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre, et je l'ai encore vu hier chez un de mes clients, où on faisait un point sur les logs depuis un mois, et donc on a besoin de comprendre tout un tas de choses. Des fois, le client il est bon comme ça, il dit mais non, c'est pas possible, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on se connecte dans les SQL. Alors, des fois, c'est tout à fait normal, hein, mais on sait que si on veut aller fouiller dans les données. Et là, on a une interface SQL qui est assez simple. Hein, select, voilà. Je vais mettre PW pour les mots de passe. Voilà, QLGRN PW. Et je vais mettre limite 50 parce que j'en ai 2,5 millions, je crois, en année. Et donc, je peux faire de la jointure entre différentes partitions, différentes tables, du style telle adresse IP. Est-ce qu'elle a embêté que la partition vers les 01 ou prod 01 ou est-ce qu'elle a embêté d'autres partitions? Et donc, avec le SQL, hein, toutes les informations qu'il faut. Je voudrais remonter. Bon, je n'arrive pas à bousculer. Ce que je voudrais, voilà. Vous voyez, il y a des risques 99 très élevés. Profil, vous voyez, dans l'explication, hein. On dit que c'est gravissime, 99. Profil utilisateur route, alors il est inexistant sur la machine cible, et puis il a un risque très élevé. Clac, je vais le voir un peu plus loin, voilà. Voilà le profil qui a été utilisé ici, c'était route, c'était live, c'était route. Vous voyez, c'est route qui est massivement utilisé. Bon, j'ai tout un tas d'infos, j'ai bien sûr le c'est-à-dire je sais qui c'est qui nous a embêtés. Généralement, c'est une adresse interne. J'ai vu des clients où il y avait une connexion d'une machine de l'Azerbaïdjan. Je lui ai dit, tiens, vous avez une agence en Azerbaïdjan? Non. Alors, pas bon pour vous. Effectivement, on est remonté au pare-feu et le pare-feu était mal configuré. Et donc, il y avait tout le trafic partage de fichiers Windows qui était remonté directement dans les VMI. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un peu une aperçu de ce qu'on peut faire. Hein. Donc, en termes de sécurisation, de traçabilité, après, on peut prendre une adresse. Est-ce que je l'ai l'adresse chiffrée là? Je l'avais, je pourrais. On va revenir au début. Donc, je vais prendre les derniers événements là. Voilà. Donc, oui, alors on fait trier dans l'autre sens. 8h29, non, 16h13. Non, le 18-11, et on est le 19. Donc ça c'était hier, peu importe. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais récupérer l'adresse IP. Voilà. Et donc, normalement, je vois la seule l'adresse IP. Alors là, je cherche toutes les sondes. Donc, il y a peut-être 10 millions d'enregistrements. Voilà. Alors, cette adresse IP nous a embêtés pour deux choses. D'abord, pour des mots de passe. Alors, on va voir quel est le protocole qui a été utilisé, enfin, quel est le protocole
protocole. Est-ce que c'est du SSH? Est-ce que c'est du Telnet? Est-ce que c'est du FTP ou autre? Pas du FTP, parce qu'on l'aurait aussi en FTP. Et puis là, on a du SK, c'est des sockets, c'est vraiment les connexions de bas niveau. Il a peut-être essayé de faire du scan de port. Alors, on peut regarder tiens, les SK. Donc, vous voyez, à partir d'une adresse IP, à partir du moment où elle est suspecte, on va regarder tout ce qu'il a fait. Je vous parlais de l'Azerbaïdjan, j'en étais pour Shanghai. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un Chinois, Shanghai, hein, c'est bien la Chine, oui. Ça ne veut pas dire que c'est un Chinois. Ça veut dire peut-être qu'il y a une machine chinoise qui a été piratée et qui sert de relais pour essayer de nous attaquer. Alors, qu'est-ce que... Voilà, son remote, voilà. Alors, il a essayé de jouer, voilà, avec le port 8022, le port 22222, etc. Ça, c'est tous les ports. Et donc, c'est pour ça que je dois avoir des IM, j'avais dû avoir des IM. Tiens, du Telnet. Il a essayé de faire un Telnet. 23, c'est bien Telnet, hein? Oui, c'est un Telnet. Voilà. Il a essayé de se connecter. En Telnet. Donc, vous voyez, lui, il avait quand même une volonté d'essayer un peu tout. Hein. Il a fait du scan de port, il a essayé en Telnet. Donc, si je regarde au niveau de PW, oui, là, c'est ça. Si je regarde au niveau des mots de passe, comme il a fait un Telnet, s'il a essayé de se connecter en Telnet, que ce soit du VT100, qui est Telnet Unix hein, qu'on généralement ils utilisent, ou du Telnet 5250, c'est notre Telnet à nous. Dans tous les cas, il a identifié un mot de passe de demandé. Donc, s'il a essayé d'aller plus loin, parce que Telnet, il fonctionne en deux étapes. Vous vous connectez, vous connectez au port 23 et on vous renvoie une page de login. C'est ce qu'on voit là. Voilà. Ici, on a renvoyé la page de login. On n'en est pas encore à l'authentification. On aura un problème de mot de passe que s'il tape route, et s'y fait entrer. D'accord? Donc, c'est des étapes différentes, mais ça, déjà, c'est suspect. Hein. Donc, vous voyez qu'on a pas mal d'infos. Donc, nous, on ramène, bien sûr, dans notre flux de données, tout ce qui est à notre disposition. Et selon la sonde, on va avoir, par exemple, si c'est la sonde ODBC, JDBC, on aura le SQL qui est exécuté. Alors, on a toute une mécanique aussi, parce que vous allez me dire, mais moi, j'ai 5000 utilisateurs, ils font chacun 3 requêtes par jour, je ne vais pas m'en sortir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des inclusions et des exclusions. Vous allez dire tout ce qui concerne le fichier de la paye, admettons, il s'appelle paye. Toutes les requêtes qui contiennent paye, je les garde. Toutes les autres, tous les mots intéressants, à ce moment-là, on va les garder. De manière à essayer d'avoir de l'information la plus pertinente possible. J'ai deux types de clients. Il y en a qui me disent, moi, je veux tout. Ben, ça, c'est toujours au début. Quand on ne sait pas, on veut tout. Mais après, quand ils se rendent compte que, par exemple, il veut toutes les connexions. Donc, par jour, il y a 5000 utilisateurs. En gros, ça fait 10-20 000 enregistrements dans la journée. Hein, parce qu'il y a les connexions Telnet, puis après, il y a tout un tas d'autres choses derrière, de l'ODBC, des connexions ODBC, JDBC, etc. Donc, il peut avoir des 3, 4, 5, 10 connexions par jour. Donc, multiplié par le nombre d'utilisateurs, ça peut faire énorme. Mais à la limite, moi, je m'en fous, entre guillemets. Il suffit que le flux de données, il ait assez de place pour héberger tout ça. C'est du texte, je le répète. Un tera de données, vous gardez largement toutes les infos pour une année, pour une dizaine d'applications. Bon,
concurrence, un nombre d'utilisateurs raisonnable, etc. Mais c'est un peu l'idée. Le texte, ça prend pas beaucoup de place. On a des fonctions, bien sûr, dans la configuration où on dit toutes les données de telle sonde, au bout de 30 jours, elles sont purgées. Ou au bout de 10 jours, elles sont purgées. Donc, on n'a pas à s'occuper de gérer l'espace disque, puisque normalement, la purge se fait automatiquement. Je vous ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Il vous reste 4 minutes. C'est rare que je vous laisse 4 minutes pour poser des questions. J'aurais une question, c'est sur la partie traçabilité, parce que si j'ai bien compris, on va journaliser les fichiers sur les S400. Donc on va occuper de l'espace disque. Journaliser, mais pas que. Enfin, admettons. Ça va occuper l'espace disque. Oui. Est-ce que votre produit va supprimer, puisque nous, si on le prenait, c'est vraiment pour ça. Est-ce qu'il va s'occuper de supprimer les journaux ou ça... Non, mais ça, à la limite, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'on peut facilement faire un petit programme qui va purger tous les journaux, tous les récepteurs système, c'est les récepteurs hein, qu'on va purger. Hein. Alors, selon, c'est de la base de données ou du journal donné. Bon. Donc, bon, il y a différentes mécaniques, mais ça c'est pas le plus embêtant. Et en général, si on purge tous les soirs, c'est volumétrie faible. Hein. Après, oui. Si j'ai bien compris, vous avez de l'intelligence embarquée issue de ce que vous avez constaté sur Internet, des attaques que vous subissez, c'est ça? Entre autres. Hein, mais... Je vous ai dit, ça fait 25 ans que je fais des audits de sécurité, donc j'ai déjà un peu des idées. Juste ma question, c'est par rapport à ça, vous avez une roadmap de mise à jour, un peu comme l'antivirus, ou c'est intégré Oui, ben, on a. Voilà. Alors, quand vous sortez des releases par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs mécaniques, c'est-à-dire, il y a des données. Par exemple, la liste des utilisateurs qui sont couramment utilisés pour attaquer. D'accord? Ça, c'est des listes qu'on peut remonter facilement. D'accord? Indépendamment des versions. C'est des listes d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils utilisent 100 profils, par exemple, majorité. Demain, il y en a 150. Il suffit de rajouter dans le fichier 50 utilisateurs supplémentaires. Donc ça peut se faire assez simplement. Après, il y a le problème de l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre de l'intelligence pour comprendre. On est en train de travailler sur la corrélation interpartition. C'est pas la même chose. Si Toto a essayé de se connecter sur la partition 10, ou si Toto a essayé de se connecter sur la 10, sur la 11, sur la 12, sur la 13. D'accord? Donc la notion de corrélation est intéressante. C'est d'essayer de voir cross IBMI si on n'a pas des corrélations intéressantes à tirer. Notre système expert au cloud. Notre système expert? Oui, non, on est en on-premise. D'accord? Alors, il peut être déporté, si vous voulez, dans le cloud, mais en général, nos clients nous disent moi, la sécurité de ma machine, elle reste là. Je ne veux pas qu'elle sorte. Il y a toute la traçabilité dedans. C'est quand même embêtant. Il y a par exemple dans l'audit quelque chose qui dit vous avez 3 profils qui ont un mot de passe identique au profil. Oui, mais comment vous faites les mises à jour de votre système expert, en fait? C'est avec les nouvelles versions. D'accord. Vous avez une nouvelle release, une nouvelle version, et vous embarquez automatiquement le système expert. On a aussi tout un tas de fichiers de configuration où vous pouvez modifier les valeurs qu'on va remonter. Par exemple, il y a des clients pour qui un événement, c'est gravissime s'il se produit. Donc là, on va lui mettre une valeur 80. Il y en a d'autres qui sont. On va mettre en dessous de 80. 80, c'est la limite qui fait déclencher des alertes et remonter dans le ciel. Pardon, le tarif. Pardon, le tarif. La tarification. La tarification. Toujours. La méthode. Alors, la tarification, c'est une licence par partition IBMI, ça vous allez me la poser. Il n'y a pas les montants. Une licence par partition IBMI,
les partitions de backup sont intégrées à la partition principale. Donc, la backup, il n'y a pas de licence à acquérir, autrement dit, tout du moins, elle n'est pas facturée. On a un mode licence perpétuelle ou un mode de souscription. Selon le contexte, par exemple, les hébergeurs ont intérêt d'avoir un mode souscription. Par exemple, alors ils ont des cas particuliers, voilà, et ça dépend du type d'IBMI. Alors, après vous allez me reprocher de ne pas vous montrer les vrais tarifs. Selon le... Alors, addict, prix public. Voilà. Non, c'est pas addict, c'est strict. Là, on parle. Public, voilà. Version de base, alors il y a des sondes qui sont facturées de manière supplémentaire. Si par exemple vous voulez vous connecter à Curadar ou à Sentinel, il y a une sonde supplémentaire à acquérir. Mais en gros, voilà, prix de base 5009 en P05, 7006 en P10. Et les autres partitions, à partir de la première, les autres partitions sont 50%. D'accord? Ça, c'est une licence perpétuelle. Ça, c'est le prix d'une licence perpétuelle hors maintenance, avec une maintenance qui est ici. Voilà. Pardon? P9, ah non, alors attention. Il faut vous parler du modèle de processeur. Ça, c'est la tranche de facturation. IBM, je ne sais pas, ça annonce. Ouais, mais ça annonce le groupe. Le groupe, pardon. Oui, oui. Donc, merci. Bon, allez acheter un SIEM pour votre réseau, parce que ça, c'est un SIEM pour l'IBMI. Hein. On peut vraiment parler d'un SIEM pour l'IBMI. Éventuellement, qui se connecte avec notre SIEM. Mais si vous n'avez pas de SIEM sur votre réseau, c'est un SIEM à part entière. Un SIEM, qu'est-ce que ça fait? Ça détecte les événements, ça évalue le risque, ça fait remonter des alertes, ça trace, ça log, hein, et ça vous donne une interface pour aller voir la log. C'est exactement ce qu'on a. Donc, on a un SIEM dédié à l'IBM. Comparez les prix des SIEM avec ça, vous verrez, il n'y a pas photo. C'est d'un facteur 10. Profitez de ça là au moins. À la bonne idée. Tu parlais d'intégration avec Donc, c'est un logiciel qui a été développé par Guy Barbora, que vous connaissez probablement, qui doit intervenir là, je ne sais pas quand, qui avait développé ça quand il était chez Sidasoft et qui maintenant a été repris par Precisely. Et ce logiciel trace tous les points d'exit. Moi, je trace que ceux qui m'ont paru importants, SQL ou DBC, JDBC, IFS et FTP. Avec Assure Security, vous avez je ne sais combien de points d'exit qui sont tracés. Donc, on a mis une option qui permet d'aller récupérer toutes les logs d'Assure Security et de les remonter comme si c'était des sondes à nous. À vous de configurer après Assure Security pour qu'ils remontent les informations qui vous intéressent. Ils ont beaucoup de choses, hein, Assure Security. Vous les avez déjà, non? Certainement. Quand vous mettez cible Sentinel ou Curadar, c'est pour l'interface électronique. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la cible, nous, c'est-à-dire que on va, les sondes, ça fait la définition des infos, la cible va recevoir les données pour les traiter. Et la sonde d'audit, c'est quoi? La sonde d'audit, c'est donc la sonde qui, tous les mois, récupère tout un tas d'infos dans l'IBMI et vous sort, par exemple, il y a tant de profils dans votre base identique, il y a, etc. Ouais, ça, c'est important. Oui. C'est en plus. Oui, c'est en plus. Mais c'est en plus, mais c'est une sonde récente qui nous a demandé un travail énorme. Et jusque-là, elle n'était pas facturée, donc ça n'aurait pas été honnête je me demandais de me justifier. Et 950 €. Hein. Et de quoi on parle? Combien vous coûte une journée d'arrêt de votre informatique? 950 €?
Non. Si ça s'incrémente localement ou pas du tout? Alors, non, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas. Non, 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 non. Lui, il a des règles. On lui passe une info et il déclenche une alerte. Il met une valeur. C'est tout. Et donc, chaque fois, les versions qui. Oui, par contre, chaque nouvelle version amène des nouveaux algorithmes, etc. Bon, on essaie de travailler sur l'intelligence artificielle, mais bon, il faut que ce soit intéressant. Alors, on va en mettre un peu pour dire, on va mettre un tampon intelligence artificielle, mais C'est quoi la tendance des nouvelles versions? cette année, on en a sorti 2. Un 3, un 4. Après, bon, on a une dizaine de personnes au développement. Ça travaille. Ça avance. J'ai un produit maintenu. C'est facile à mettre en place. Oui. Parce qu'ensuite, la sécurité, Et pour nous, on apporte tout un support pour les MSP. On apporte tout un support pour vous considérez comme MSP. Une aide, si vous voulez, pour que vous puissiez proposer au mieux des services à vos clients si vous l'utilisez en interne. Parce que pour vous, il y a 2 possibilités. Vous vendez le produit au client, ou vous l'utilisez sur vos installations et vous vendez le service. Tu le mets en mode POC. Pardon? Tu fais des POC chez les clients pour. Ouais, on peut faire des POC. Tu penses auquel? Non? J'ai ton client préféré? Non, mais. On a vraiment confiance dans notre produit. Donc, vous nous donnez une VMware, une machine, enfin, un espace VMware, on redescend nos VMDK, etc. C'est vite mis en place. Puis, pour un peu, on configure vite quelques connexions, on voit ce que ça marche. Sur sécurité. Pardon? Sur sécurité, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Non, alors c'est simple, justement. Si vous avez déjà Assure Security qui tombe, Non, d'accord, mais je veux dire, c'est plus compliqué de mettre en œuvre Assure Sécurité. surtout à paramétrer. Voilà. Parce que moi, je constate souvent qu'Assure Security, il est en mode traçabilité, il n'est pas en mode interdiction. Hein, parce que, on parlait du. Alors, je parle du produit, mais. Oui, non, Le concurrent est mis maintenant, mais souvent, en fait, on met en place cette interdiction, il faut être vraiment nickel au niveau sécurité. Donc, les clients, souvent, ils disent, ouais, je vais interdire. Ils interdisent au bout de 5 minutes. Bon, pour l'instant, on va faire que de la traçabilité, hein, parce que le téléphone, il est rouge déjà. Et, voilà.